podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la toute première édition d'une nouvelle course World Tour, une classique d'un jour, le Copenhagen Sprint, le sprint de Copenhague au Danemark. C'est la première fois qu'une course World Tour se déroule dans ce pays, un pays évidemment qui compte de grands cyclistes avec notamment Vingegaard et Mads Pedersen, mais il y en a d'autres comme Skjelmose, comme Kort Nielsen et bien d'autres. Et du coup, voilà, le pays est un petit peu récompensé d'avoir autant de champions avec une première course World Tour donc organisée au sein du Danemark et avec une arrivée à Copenhague. Mais bon, comme le nom de l'épreuve l'indique, c'est une classique pour sprinter, quoi. Hein. C'est une classique pour sprinter. Le parcours est tout plat, 235 km de plat. C'est normal, c'est le Danemark. Et donc, le scénario attendu, c'est une échappée matinale qui prend de l'avance puis qui se fera rattraper avant un sprint massif. Alors c'est vrai que ça n'a pas le scénario le plus passionnant pour une classique, mais voilà, il y a beaucoup de classiques pour puncher. Les courses par étapes World Tour, c'est plutôt pour les grimpeurs. Et donc, c'est normal que les sprinteurs aient aussi la chance de remporter comme ça un petit succès de prestige. Et ça sera aujourd'hui sur ce Copenhagen Sprint. Et il y a du beau monde avec le grand favori, c'est le local, c'est Mads Pedersen pour la Lidl Trek qui est là et vers qui tous les yeux seront tournés, mais il aura des adversaires de renom. Chaque équipe est venue avec un petit peu avec son sprinter. Alors, il n'y a largement pas toutes les équipes World Tour. Hein. Il y a 24 équipes, mais seulement 10 de World Tour. On a donc 8 équipes qui ne sont pas venues. Des équipes notamment comme la Team Emirates ou les équipes françaises de la Groupama FDJ et de la Decathlon AG2R qui ne sont pas là. Du coup, forcément, ça donne la chance à plein d'autres équipes de seconde division, de division Pro Tour d'être invitées. On a la Visma Leasebike qui est là par contre. Ils ont amené Olaf Koy, leur sprinter, qui sera l'adversaire numéro 1 de Mads Pedersen. Et puis on a des coureurs comme, d'ailleurs un coureur un petit peu étonnant de le voir. C'est presque, je dirais pas que c'est polémique, mais c'est Jordi Meeus pour la Red Bull Bora Hansgrohe qui est là. Alors pourquoi c'est polémique un petit peu ? Parce qu'il était sur le Tour de Suisse. Et la dernière étape du Tour de Suisse se déroule en même temps que ce sprint de Copenhague. Et Jordi Meeus, il a abandonné il y a 2 jours le Tour de Suisse, juste à temps pour venir au Danemark et s'inscrire sur cette course au dernier moment. Alors je ne sais pas si c'était prévu à l'avance qu'il fasse le Tour de Suisse puis qu'il abandonne pour faire ce sprint de Copenhague, mais c'est quand même étonnant qu'on puisse participer à une course qui se déroule en même temps d'une autre course à laquelle on était inscrit, à laquelle on a participé. Si jamais Jordi Meeus venait à s'imposer aujourd'hui, il y a peut-être des adversaires qui tireront Grismid, mais ça a été validé. Il est donc là, Jordi Meeus. On a aussi Phil Bauhaus pour la Bahrain Victorieuse, Soren Vredschold pour l'Uno X Mobility, Milan Fretin pour la Cofidis, Itamar Einhorn pour Israël Première Trek sera leur sprinter, Michael Zilliard pour la Tudor, le français Hugo Page de l'Intermarché Venti, Dylan Groenewegen pour la Jayco Lula, ça aussi c'est un bon concurrent. On a Emile Slipins et Matteo Moschetti pour la Q36.5, Arnaud Demar est là pour l'Arkea BNB Hotel, tout comme Emilien Janière pour la Team Total Energy. On a Tobias Lund Andresen, un autre Danois, qui lui court pour la Team Picnic Postenel et qui va vouloir évidemment se montrer. Il y a Viviani pour la Lotto. Et puis ensuite, les équipes invitées ont chacun aussi amené leur petit sprinter. Hein. On a 3 équipes espagnoles avec la Cara Rural, la Burgos et le Scat et le Scadi. On a 2 équipes italiennes avec la Solution Tech, Vidi Fantini et la Pole Visit Malta. On a aussi la Team Flandre Baloise, l'Unibet Tietema Rockets. Et puis, on a même l'équipe danoise qui regroupe simplement des coureurs danois, d'équipes qui ne sont pas là. Et on retrouve notamment Kasper Asgreen, le coureur de la IF Education Easy Post. Mais comme l'IF n'est pas venu sur ce sprint de Copenhague, lui, il peut y participer en rejoignant l'équipe nationale danoise en compagnie d'autres coureurs comme par exemple Kasper Pedersen. Voilà, en tout cas, les favoris, les sprinters qui sont là aujourd'hui sur ce Copenhagen Sprint et qui vont se disputer la victoire aujourd'hui pour cette toute première édition du sprint de Copenhague. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et les attaques dès l'entrée, dès le kilomètre 0, dès l'abaissement là, du drapeau, avec des coureurs notamment de la Burgos. Là, on voit 2 coureurs, les maillots violets de la Burgos, qui se portent à l'avant et qui attaquent. Forcément, alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de petites équipes, puisqu'il y a 14 équipes de division Pro Tour qui ont été invitées. Et donc forcément, ça fait un petit peu trop de monde qui veut prendre l'échappée. Là, ça risque peut-être de batailler un petit peu, parce qu'on ne pourra pas mettre un représentant de ces 14 équipes à l'avant. Hein. Il y a 2 équipes qui ont été un petit peu plus agressives que les autres dans cette conquête de l'échappée. C'est la Burgos, qui a réussi à placer un coureur en la personne de George Jackson, le néo-zélandais. Et puis bien sûr l'équipe nationale danoise qui s'est beaucoup montrée. On a vu Niklas Larsen essayer de prendre l'échappée, mais finalement il y en a 2 qui ont réussi à sortir en compagnie de George Jackson. C'est Mats Andersen et Joshua Gudnitz, 2 Danois, qui ont réussi
accompagnés de George Jackson et qui ont pris un petit peu d'avance sur le peloton, accompagnés d'un coureur de la Team Flandre Baloise, l'inévitable Victor Vercouilly. Chaque fois qu'il y a une course avec Victor Vercouilly, il est dans l'échappée, c'est incroyable. Il a encore réussi là à être dans le bon coup, tout comme Jason Plowright, coureur de l'Alpecin de Koenig. Là, c'est carrément un coureur d'une équipe World Tour qui est sorti. Jason Plowright, un bon sprinter en plus plutôt, qui est là. Il n'y a pas de Caden Groves ou de Mathieu Van Der Poel et donc il a un petit peu le champ libre et il prend l'échappée. On a donc 5 hommes qui sont sortis et qui ont pris quelques dizaines de secondes d'avance sur le peloton, mais le peloton qui n'insiste pas derrière, pas d'autres coureurs vraiment qui tentent de sortir. Et on a donc une échappée établie finalement assez rapidement avec ces 5 coureurs. 200 km de l'arrivée tout pile, et les hommes de tête ont 4 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton. Et les organisateurs qui ont décidé, pour un petit peu animer cette course, de mettre des sprints intermédiaires, 3 sprints intermédiaires, et on va arriver là au premier de ces sprints intermédiaires qui offre 3, 2 et 1 point. Et le but au final, c'est celui qui aura pris le plus de points. Il aura sa place sur le podium ce soir et certainement une petite prime. Ça, c'est pour animer la course qui sinon serait un petit peu longue. Et là, on y arrive et c'est un coureur de la Danemark, là, l'équipe danoise, qui tente de surprendre de loin Jason Plowright qui semblait être le favori. Et il s'est fait avoir, Plowright. Ouais, c'est Joshua Goodnitz qui est passé en tête de ce sprint et qui prend 3 points. Plowright fait 2e. Et c'est George Jackson pour la Burgos qui prend la 3e place et qui prend un petit point. Mads Andersen, l'autre coureur de l'équipe danoise, et Victor Vercouilly, qui n'est pas vraiment un sprinter mais plus un rouleur lui. Ils se sont pas mêlés au sprint. Ils ont laissé les 3 autres s'expliquer entre eux. Mais c'est en partant de loin que Joshua Goodnitz a réussi à passer en tête et à devancer notamment Jensen Plowright. Maintenant, il va falloir attendre 106 km pour voir le second sprint intermédiaire de la journée. 150 km de l'arrivée et l'écart qui redescend sous les 3 minutes. Le peloton qui s'est mis à gérer cette échappée. On voit notamment 2 équipes, de moins 2 coureurs de 2 équipes différentes. Christopher Juliensen pour la team Jayco Alula, l'équipe de Dylan Groenewegen, et Attila Walter pour la team Visma The Bike, l'équipe d'Olaf Koy qui roule. Étonnamment, la Lidl Trek de Mats Pedersen n'est pas encore aux avant-postes du peloton là pour contrôler cette échappée qui certes n'est pas très dangereuse. Ils ne sont que 5, mais pour l'instant, ils laissent faire la Visma The Bike et la Jayco Alula. Les kilomètres qui filent et le scénario qui ne change pas. Les 5 coureurs échappés qui se battent pour maintenir le peloton à distance, mais le peloton qui revient plus qu'1 minute 44 d'avance alors qu'on s'approche du second sprint intermédiaire. On est désormais à 95 km de l'arrivée. C'est, vous l'avez compris, une course où il ne se passe pas pour l'instant grand-chose. J'ai vu dans les commentaires certaines personnes qui se plaignaient de cette classique qui peut-être n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, il y a tellement de gens aussi qui se plaignent que Pogacar gagne tout. Là, au moins, c'est une course, c'est une classique World Tour, on est sûr. Je peux vous l'assurer que Tadej Pogacar ne la remportera jamais. Donc, on peut aussi se satisfaire de ça, quand même, les amis. Bon, et puis alors, petite statistique quand même hallucinante. Victor Vercouilly, je vous l'avais dit, s'il y a une échappée à prendre, il est là. Depuis le début de la saison, il est le coureur qui a fait le plus de kilomètres dans une échappée. Il a fait 1753 kilomètres à l'avant dans une course. Son premier poursuivant, Baptiste Weistrofer, le français, a été à l'avant durant pas mal de temps, durant 1341 km, mais c'est quand même déjà 400 km de moins que Victor Vercouilly. Et le troisième coureur qui a pris le plus d'échappées depuis le début de la saison, c'est Sib Divert, le Belge, qui a fait 778 km à l'avant. C'est le troisième coureur donc, qui a fait le plus d'échappées cette saison, et il a fait 1000 km de moins à l'avant que Victor Vercouilly. Donc Victor Vercouilly, c'est un petit peu le monsieur échappé de ce peloton, tout simplement. C'est incroyable. Dès qu'il y a une course, il essaye d'être devant, d'être dans l'échappée, et il y arrive quasiment à chaque fois. C'est pas facile de prendre des échappées, mais il y arrivait surtout, notamment sur toutes les classiques World Tour. Sur Let Newsblad, il était là, dans l'échappée. Sur Bruges-La-Panne, il y était. Sur Gand-Wevelgem, il y était. Sur le Tour de Flandre, il y était également. Donc c'est assez incroyable. Et il l'a fait dans bien d'autres courses aussi tout au long de cette saison, Victor Vercouilly, le spécialiste mondial de l'échappée, le Belge de la team Flandre Baloise. Et allez, on arrive à ce second sprint intermédiaire. On va voir un petit peu d'action avec encore Goodnitz qui tente de surprendre de loin. Il était lancé par son équipier. Il a Jensen Plowright dans sa roue. Mais cette fois-ci, Plowright, il a réussi à passer devant, mais il est passé limite par le bas-côté. C'était risqué. Derrière, les autres n'ont pas fait le sprint. C'est finalement Victor Vercouilly là, qui passe 3e. Mais on n'a plus que Plowright et Goodnitz qui se battent et qui sont désormais ex aequo, 5 points chacun. C'est donc le dernier sprint
qui va décider du vainqueur de cet unique autre intérêt que la victoire finale. Il aura lieu dans une trentaine de kilomètres. Étonnant ce qu'a fait George Jackson, là le coureur de la Burgos qui s'est relevé et qui vient d'être repris par le peloton. Il n'a pas insisté, alors peut-être que c'est aussi le meilleur sprinter de son équipe tout simplement et qu'on lui a demandé de revenir dans le peloton, de garder des forces pour disputer le sprint. Maintenant qu'on a vu qu'il n'allait pas pouvoir peut-être remporter cette compétition des sprints intermédiaires. Et là, 83 km de l'arrivée, 1 minute 20 d'avance pour les échappés, mais qui ne sont donc plus que 4, avec les 2 coureurs de l'équipe danoise, Joshua Goodnitz et Mats Andersen, avec Victor Vercouy et avec Jensen Plowright. Dans le peloton, on a une 3e équipe qui est venue aider la Jayco Alula et la Visma Isobike, mais c'est toujours pas la Lidl Trek, c'est la Cofidis, avec notamment Valentin Ferron, qui est là et qui travaille pour son leader, c'est Milan Fretin. Tiens, et l'attaque là de Victor Vercouy, qui attaque de très très loin pour ce 3e sprint intermédiaire. Victor Vercouy, mais de toute façon, il n'aura pas suffisamment de points pour... il n'a qu'un point depuis le début. Donc même s'il passe en tête, il n'en aura que 4. Alors que Jason Plowright en a déjà 5. Donc l'affrontement là, c'est entre Plowright et Goodnitz qui en a 5 aussi. Et ils ne sont pas soucieux de Victor Vercouy du tout. Parce que l'important, c'est de passer l'un devant l'autre. Peu importe si on passe en tête ou pas, ils ne passeront pas en tête. Parce que Victor Vercouy, il est sorti à fond. On est à 64 km de l'arrivée. Et ses échappés ont 1 minute et 10 secondes d'avance sur le peloton. Enfin, Vercouy a 1 minute 10. Les 3 autres doivent avoir seulement 1 minute parce qu'il a fait un gros écart, Victor Vercouy. On ne s'est pas du tout soucié de son attaque. Et allez, c'est parti dans le sprint entre ces deux qui passent de assez loin, entre Plowright et Goodnitz. C'est Plowright, ouais, c'est Plowright. C'était le favori. C'est le coureur de l'équipe World Tour qui passe en tête et qui montera sur le podium ce soir, qui remportera certainement une prime pour avoir pris le plus de points durant ces sprints intermédiaires. Ça ne sera même pas une équipe Pro Tour, bien qu'il y ait plus d'équipes Pro Tour que de World Tour dans cette course, qui va remporter ce classement annexe. Bon, du coup, Victor Vercouy est tout seul en tête. Est-ce que les 3 autres vont se relever ou essayer de revenir sur lui maintenant que les sprints intermédiaires sont terminés? Je ne sais pas, si j'ai l'impression qu'il continue. Il continue leur effort quand même et ils vont essayer de revenir sur Vercouy. 60 km de l'arrivée et les coureurs les échappés qui sont de nouveau 4 devant. Ils sont revenus sur Victor Vercouy. Ils ont 1 minute d'avance sur le peloton. Ça paraît compliqué alors qu'on n'est toujours pas dans le circuit final. Ensuite, on fera 5 fois un tour de circuit dans la ville de Copenhague. Il faudra faire attention aux chutes parce que voilà, ça va être un circuit urbain. Et hier, il y a eu la course femmes avec pas mal de chutes. Et les coureuses se sont plaints à la fin même d'un manque parfois de signalisation de sécurité. Donc on verra comment ça va se passer aujourd'hui en espérant que tout se passe bien. Allez, un petit mot, puisqu'il se passe pas grand-chose. La course est tranquille, même si ça va vite. Sur un des échappés, sur Jensen Plowright, donc, qui va remporter ce classement des sprints intermédiaires. L'Australien de 25 ans, qui est passé par la Groupama FDJ. Enfin, il est passé par l'équipe continentale de la Groupama FDJ en 2022. Et ce n'est pas chez la Groupama FDJ qu'il a signé pro, mais c'est l'Alpecin de Koenig qu'il a signé pro il y a 2 ans. C'est donc sa 3e saison professionnelle pour Plowright, qui compte 2 victoires dans sa carrière. C'était sur le tour du lac Qinghai en Chine l'an passé. Mais ce ne sont évidemment pas une course World Tour. Sur une course World Tour, son meilleur résultat, c'est une 4e place sur une étape du Tour de Pologne l'an passé également pour Jensen Plowright, qui est plutôt un équipier, un lanceur. On l'a vu travailler notamment pour Caden Grove sur le Giro d'Italia auquel il a participé cette année. C'était la première fois qu'il participait à un grand tour dans sa carrière. Il l'a terminé d'ailleurs, il n'a pas abandonné avec une 14e place lors de la 4e étape comme meilleur résultat. Et puis on l'a encore jamais vu sur le moindre monument. Il n'a jamais participé à un monument, Jensen Plowright. C'est pas une tête d'affiche dans cette équipe de l'Alpecin de Koenig où on compte Groves donc, mais aussi Van der Poel et Jasper Philipsen évidemment en tant que sprinter. Et il n'a pas souvent les honneurs. Et aujourd'hui on a pu penser que pour une fois qu'il n'y avait ni Philipsen ni Groves, il aurait pu tenter sa chance, mais il a préféré prendre l'échappée, ce qui veut dire qu'il aura certainement plus de jus pour faire le sprint final à la fin. Mais l'objectif était peut-être ailleurs, il était peut-être justement d'aller chercher ce petit prix des sprints intermédiaires. C'est chose faite pour Jensen Plowright. Ça a lâché pour Joshua Goodnitz. Parmi les hommes de tête, ils ne sont plus que 3, mais ils ont quasiment plus rien d'avance. Sur le peloton, et d'ailleurs, il y a un autre coureur de l'équipe danoise qui tente de sortir. C'est Kasper Pedersen qui va tenter de remplacer Joshua Goodnitz dans l'échappée. Du coup, il n'y a plus que 27 secondes d'écart entre le peloton et l'échappée. Ça va très vite. On est désormais dans ce circuit final, 48 km de l'arrivée. Et alors, le monde est... c'est ouf, hein. Toute la ville de Copenhague est sortie pour voir cette course, clairement. Il fait beau, il fait même chaud. Donc là, c'est la fête au Danemark. Tout le monde est dehors et encourage les coureurs. C'est une belle foule, hein. C'est au tour de Victor Vercouy de lâcher dans l'échappée. Là, au moment où il passe sur la ligne, il ne reste plus que 4 trous à faire.
Victor Vercouy qui n'en peut plus. Il reste plus que Joson Plowright et Mats Andersen avec lui. Et derrière, il y a 2 coureurs qui ont rejoint Casper Pedersen pour faire un groupe de contre. Mais encore une fois, c'est des tout petits écarts. Ils sont 10 secondes derrière les 2 hommes de tête. C'est Dan Hull pour la Lidl Trek et Cédric Bellens pour la Lotto qui sont sortis là avec Casper Pedersen et qui forment donc un groupe de poursuivants. Mais les écarts sont vraiment minimes. Le peloton qui va à vive allure, très effilé. Ils ont réussi à revenir sur l'avant de la course. On a donc 5 coureurs à l'avant désormais, à 37 km de l'arrivée, avec toujours 2 coureurs de l'équipe danoise, mais pas tout à fait les mêmes, puisque Casper Pedersen a remplacé Joshua Gonitz. Il est là toujours avec Mats Andersen. On a toujours Jensen Plowright pour l'Alpecin de Koenig. Mais on a en plus donc Cédric Bellens pour la Lotto et Dan Hull pour la Lidl Trek. Alors c'est un peu étonnant peut-être qu'un coureur de la Lidl Trek de Mats Pedersen soit à l'avant. Mais de toute façon, on les a pas vus travailler à l'avant du peloton la Lidl Trek. C'est vrai que Mats Pedersen, c'est pas un pur sprinter comme peut l'être Olaf Koy. Mats Pedersen, il a une chance de gagner si la course est très très dure, très difficile. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas travaillé et qu'il envoie un coureur à l'avant pour forcer les autres équipes à travailler, faire en sorte que la course soit plus rapide possible. Et alors il aura de plus grandes chances de gagner. C'est pour ça que Dan Hull est à l'avant. En plus, Dan Hull, c'est pas n'importe qui, c'est évidemment un des meilleurs rouleurs du peloton. Lui qui a réussi à remporter le chrono sur le Giro il y a quelques semaines de cela. Oh, attention là, une chute pour un coureur de la Q36.5. C'est Rauri Tausen, l'Irlandais, qui est tombé. Mais il est le seul à être tombé a priori. Il a entraîné personne avec lui. Mais voilà, c'est la première des chutes. Il est possible que ce soit pas la dernière, parce que ce parcours est pas très facile. Il y a des virages en épingle, des rétrécissements de la route, des trottoirs au milieu, des routes qui se séparent, des ronds-points, bref. C'est une ville, donc il faut faire attention. On est à 25 km de l'arrivée. Et les 5 hommes de tête qui résistent bien, ils ont légèrement augmenté leur avance. 32 secondes désormais, l'écart qui navigue entre 20 et 30 secondes depuis plus de 10 km. 14 km de l'arrivée, plus que 10 secondes d'avance. Pour les hommes de tête qui ne sont plus de 4, Mats Andersen, qui était là depuis le kilomètre 0, a lâché. Il ne reste plus que Jensen Plowright, donc comme rescapé de la toute première échappée. Il est accompagné des 3 coureurs qui sont sortis plus tard, Casper Pedersen, Cédric Bellens et Dan Hull. Mais l'écart qui est vraiment, vraiment minime avec le peloton. On se dirige, quelle surprise, vers un sprint massif. Dernier passage sur la ligne, à 10 km de l'arrivée, pour les hommes de tête. Qu'est-ce qui s'est passé derrière là? Oh, il y a eu une grosse chute. Il y a une grosse chute à l'arrière du peloton. Enchevêtrement total de vélos, plein de coureurs arrêtés. Ah là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben c'est pas à l'arrière, c'est la moitié du peloton qui est retardé complètement. Juste au moment là où il passe, avant de passer sur la ligne, d'arriver une dernière fois. Il reste plus que 50 coureurs dans le peloton. C'est tombé. En plus, derrière, ça a fait un gros barrage. Plus personne n'a pu passer. Alors là, je vois pas mal de coureurs de la Lidl Trek. Mais pas de Mats Pedersen a priori bloqué. Alors là, il faut voir un petit peu qui a été pris dans cette chute, qui a eu lieu au milieu du peloton à peu près. Et plein de coureurs qui ne sont pas tombés, mais qui ont été ralentis, complètement bloqués. La route, on ne pouvait plus passer. Il y avait un barrage de vélos. Déjà, on espère que personne s'est fait trop mal. Faut voir qui s'est fait piéger. Olaf Koy est retardé. Olaf Koy fait partie de ce groupe qui a été pris. Et il était mal placé. Ou c'est peut-être même lui qui est tombé parce qu'il va tout doucement là. Il va au ralenti, donc Olaf Koy, on peut l'oublier pour la victoire d'étape aujourd'hui. Alors que c'était peut-être l'un des 3 gros favoris, je dirais, avec Dylan Groenewegen et Mats Pedersen. Et Olaf Koy pour la Visma Lease Bike, qui est de retour sur son vélo, il pédale. Je ne sais pas s'il est vraiment chuté, mais il va finir tranquillement. Il ne sera pas là pour la victoire d'étape, pour la victoire finale. Et puis cette chute qui a redonné un petit peu de champ. Du coup, il y a eu un petit peu de désorganisation certainement sur le peloton. Le temps qu'on se parle, qu'on voie si le leader était là, quels équipiers on avait encore avec soi pour les sprinteurs. L'écart qui a légèrement remonté, 18 secondes pour les 4 hommes de tête à 8 km de l'arrivée. Et si le Copenhagen Sprint ne se terminait pas au sprint, parce qu'il y a plus grand monde dans le peloton suite à cette chute, et là, il perd des unités tous les 100 mètres, des équipiers qui n'en peuvent plus. Il n'y a plus que 30 coureurs dans ce peloton, et ils ont 9 secondes de retard sur les 4 hommes de tête. 3 km de l'arrivée, 2 km 700 même maintenant. Alors, évidemment, il y a plus... les équipes ne sont plus au complet du tout. On a vu Mats Pedersen, il est encore là, mais il est tout seul, il n'a aucun équipier avec lui. On a Arnaud Démare et Luca Mozzato qui sont encore là. Dylan Groenewegen est encore là. On voit des coureurs de l'Unovix. Il y a 5 coureurs de l'Unovix qui sont là. Pour Soren Verejskol, donc là c'est vraiment c'est l'équipe je pense la mieux représentée et c'est elle qui travaille le plus en tête de ce peloton avec 5 coureurs encore pour l'Uno-X, sachant qu'il ne reste que 30. C'est vraiment une belle représentation et en tout cas c'est un énorme effort que font les 4 coureurs de devant qui travaillent, Plowright, Pedersen, Hull et Bellens.
Ils ont plus que 5 secondes à 2 km de l'arrivée. Qui a encore du jus? White, c'est étonnant qu'il a encore du jus. Il est debout devant depuis le kilomètre 230. Allez, Casper Pedersen qui vient met une attaque. Casper Pedersen qui met une attaque, tente de sortir. Dan Hull qui a immédiatement sauté dans sa roue. Bullens aussi et White qui s'accroche. Le problème, c'est que cette attaque va peut-être les désorganiser. Et ouais, le peloton qui est en train de revenir avec Luca Mesgeg pour la Jericho Lula qui est encore là, qui travaille bien sûr pour Dylan Groenewegen. Là, il y a un gros virage en épingle. Et les échappés qui sont repris malgré une dernière accélération là, de Casper Pedersen. Mais non, ils sont repris. Allez, c'est Rick Bullens qui lui aussi tente de sortir. Faire le coup du kilomètre en gros. Il avait un tout petit peu d'avance. Mais le gros travail vraiment de la coureur de la Jericho Lula. Et il résiste bien, c'est Rick Bullens. 700 mètres de la ligne. Il a 20 mètres d'avance. C'est évidemment peu. Et c'est les coureurs de l'UNOX désormais qui prennent les choses en main. Alors qu'on vient tout juste de passer les 5 heures de course. Et il est repris Bullens. Il est repris Bullens à 500 mètres de l'arrivée. On aura bien le droit à un sprint, mais ça sera un sprint, on va dire, semi-massif, puisqu'il ne reste plus qu'une trentaine de coureurs. On a encore Phil Bauhaus pour la Bahreïn victorieuse qui doit être encore là, parce qu'on les voit travailler Robert Stannard. Et allez, c'est parti pour le sprint, avec les coureurs de l'UNOX. Søren Vreschkoll, certainement qui est le premier à lancer, mais il va être doublé par Dylan Groenewegen, qui lui-même se fait doubler là par un coureur de la Cofidis, sûrement Milan Fretin. Et lui aussi est doublé sur la ligne par le coureur de la Red Bull, par Jordi Meeus. C'est Jordi Meeus. C'est Jordi Meeus qui était encore là. Et ben justement, Jordi Meeus, on le disait, lui qui a abandonné sur le Tour de Suisse pour venir 2 jours plus tard sur le Copenhagen Sprint et qui s'impose. Il était caché jusqu'au dernier moment. C'était Dylan Groenewegen le mieux placé. Le coureur de l'UX est parti de bien trop loin. C'était Alexis Renard qui était là pour la Cofidis. C'était pas Milan Fretin. Alexis Renard qui vient faire 2e. Et Émilien Janière qui était aussi là sur la fin, qui vient faire 3e. Ah là là, les Français qui font... Et Desmarques qui fait 4e. Oh, c'est pas possible. 3 Français aux 2, 3 et 4e place. Mais c'est un Belge qui s'impose avec Jordi Meeus pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Il n'y avait pas de train, évidemment, plus personne n'avait d'équipier. C'était très, très, très décousu. Et les UNOX qui avaient 5 équipiers, je sais pas ce qui s'est passé à la fin. Vreschkoll, il a lancé de bien, bien trop loin aux 400 mètres. Il s'est fait doubler un petit peu par tout le monde. D'abord par Groenewegen, mais lui aussi, il a porté son effort de trop loin. Et sur la fin, Jordi Meeus a doublé tout le monde. Et en dernier, Alexis Renard, qui était le mieux parti, mais s'est fait doubler sur la ligne par Jordi Meeus. Un sprint très, encore une fois, très décousu, parce qu'il n'y avait aucun train. C'était chaque sprinter pour lui. Alexis Renard, d'ailleurs, c'était pas censé être du tout le sprinter pour la Cofidis. C'était censé être Milan Fretin. Jordi Meeus a évité la chute et a attendu le parfait moment pour lancer son sprint. Et pour apparaître juste à la dernière seconde, la seconde la plus importante, celle où on passe la ligne. À jamais le premier Jordi Meeus qui devient le premier coureur de l'histoire à remporter le Copenhagen Sprint, puisque c'était la première édition aujourd'hui. Lui qui s'était imposé il y a 2 jours sur le Tour de Suisse, c'était alors la 2e victoire en World Tour de sa carrière, après sa victoire sur les Champs-Élysées sur le Tour de France en 2023. Et là, il rajoute d'un coup, en 2 jours, 2 victoires World Tour de plus, avec donc l'étape du Tour de Suisse et ce sprint Copenhagen. 14 victoires en total dans sa carrière pour le Belge de 26 ans, qui a parfaitement géré son sprint, comme souvent. C'est celui qui a lancé, on va dire du moins qui a eu le meilleur timing, qui s'impose, Jordi Meeus, qui a été parfait pour doubler donc Alexis Renard, le coureur de la Cofidis, qui semblait filer sur la victoire jusqu'à ce que Jordi Meeus, qui était caché derrière lui, le dépasse, le déboîte. Et puis Emilia Janière, qui lui aussi revenait de l'arrière, fait 3e, tout comme Arnaud Desmarques, 4e. Tobias Lund Andresen pour la team Picnic Post-NL fait 5e. Hugo Page, un autre Français qui est là, bien classé, 6e pour l'Intermarché Venti. Dylan Groenewegen, qui a réagi trop tôt au départ de Vreschkoll, fait 7e devant Phil Bauhaus, 8e. Aniolkowski, autre coureur de la Cofidis, qui fait 9e. Et puis Søren Vreschkoll, qui, je ne sais pas ce qui lui est passé dans la tête, Vreschkoll, de lancer de si loin. Il s'est fait doubler par tout le monde et il termine 10e. Et puis à noter que, où est Mats Pedersen, évidemment, il était là dans ce groupe, mais il n'a pas disputé le sprint au final. Il termine 40e. Il n'a pas du tout disputé le sprint, puisqu'on était sur un peloton de 41 coureurs au final. Ils étaient 41, et Mats Pedersen a fini 40e. Il ne devait pas se sentir, pas avoir les jambes. Il a préféré de rester à l'arrière de ce groupe. Quand même très très étonnant de la part de Mats Pedersen, qui n'a même pas essayé de s'imposer sur cette course. Quelques abandons, notamment suite à cette chute, et notamment Olaf Koy, qui finalement n'est pas allé au bout, il a abandonné.
de même que Michael Zilliard pour la Tudor ou Donovan Grondin pour l'Arkea BNB Hotel, en plus de quelques autres. Le dernier du jour, qui a fini avec 15 minutes et 14 secondes de retard sur Jordi Meeus, c'est Kelland O'Brien, coureur de la Jayco Alula, qui a dû lui aussi être très certainement pris dans cette chute. Ça te fait peut-être mal, mais il a quand même réussi à terminer aujourd'hui et avoir son nom sur le classement de cette toute première édition du sprint de Copenhague, le Copenhagen Sprint, terminé au sprint et remporté par un très bon sprinter en la personne de Jordi Meeus. Bon, voilà, c'était la dernière course World Tour avant le Tour de France qui va commencer le 5 juillet prochain. Entre aujourd'hui et le Tour de France, il restera encore tous les championnats nationaux, bien sûr, où vont aller participer la plupart des coureurs du peloton. Et ensuite, on aura les listes définitives des équipes que l'on attend. Est-ce que, par exemple, Jordi Meeus, le coureur de la Red Bull Bora-Enduro, sera sur le Tour de France ? En vue de sa forme actuelle, on peut le penser, mais rien n'est sûr pour l'instant. On a en tout cas le temps de voir ça, et moi, je me retrouve avec 2 semaines sans course. Waouh ! C'est la première fois que ça m'arrive depuis le tout début de ce podcast. Je me demande bien ce que je vais faire. Allez, salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.